Au cœur du débat, avec Angélique Souche sur NC Première. À quoi ressembleront nos institutions à l'issue du référendum de sortie de l'accord de Nouméa? Question au cœur du débat ce midi, alors que justement nos représentants politiques ont planché cette semaine sur leur projet de gouvernance. Alain Chrisnart et Jean-François Merle sont nos invités ce midi pour faire le point. Une nouvelle répartition des compétences est-elle souhaitable? Les provinces sont-elles remises en question, par exemple, par les uns ou par les autres? Le champ d'exploration est vaste, nous le verrons, les réponses sont encore en construction. Vos questions, vos commentaires sont également les bienvenus dans cette émission. Nos invités sont là aussi pour y répondre. Appelez-nous au 258 258. Jean-François Merle, Alain Chrisnart, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce midi. Alors, pour poser un petit peu les choses, les Calédoniens entendent beaucoup parler de ces travaux sur l'avenir institutionnel, comme un bruit de fond finalement dans l'actualité politique. Pour autant, ils peuvent parfois se sentir un petit peu perdus sur ce qui est vraiment discuté. Rappelez-nous finalement quelle est la finalité de cette semaine-là que vous avez animée sur cette thématique de la gouvernance. Alain Chrisnart, vous avez été choisi par Jean-François Merle pour répondre. C'est ça, on se sent très organisé. Donc le comité des signataires, dans sa dernière réunion, a décidé que, après l'exercice de présentation que la mission d'écoute et de dialogue avait fait des thématiques d'évolution institutionnelle possibles dans différents domaines, il était bon de recueillir les positions des partis politiques et des signataires pour rechercher les convergences dans leurs positions, les zones d'accord et évidemment d'en déduire les divergences. Donc, mission après mission, nous dressons une liste de questions que nous adressons à ceux que nous rencontrons. Ils nous répondent, parfois oralement, parfois avec des notes, parfois tout de suite, parfois un peu plus tard. Et nous écoutons attentivement, nous lisons attentivement et nous regardons ce qui est commun, ce qui est divergent. Et nous proposons ensuite cette lecture des zones d'accord possibles. Voilà, alors, on le voit, il y a un travail politique et intellectuel, et pourtant sur des sujets qui concernent fondamentalement la vie des Calédoniens, les institutions, comment elles fonctionnent. Jean-François Merle, est-ce que il faut à tout prix, est-ce que inévitablement les institutions calédoniennes sont amenées à évoluer, quelle que soit l'issue, indépendance ou pas indépendance? Ce que l'on peut dire, c'est que il faut partir de ce qui existe, voir si les institutions, elles sont là pour rendre service à la population, pour rendre des services publics, pour mener des politiques publiques. Est-ce qu'elles le font de manière satisfaisante? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées? Et en même temps, l'organisation actuelle, elle est le produit d'une histoire. Et cette histoire, elle a été faite pour, après les événements, après les tragédies qu'on a connues à la fin des années 80, pour partager le pouvoir, construire un pays qui s'émancipe progressivement. Et c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Alors il faut essayer de regarder le fonctionnement des institutions en fonction de ces deux objectifs. Partage du pouvoir, rééquilibrage, c'est finalement les deux piliers. Partage du pouvoir, rééquilibrage, et puis efficacité des politiques publiques, faire en sorte qu'on réponde du mieux possible aux besoins et aux attentes des populations, sachant que ces besoins et ces attentes, forcément, elles ont évolué avec le temps. On n'est plus dans la situation que l'on connaissait il y a 20 ou 30 ans. Il y a des nouveaux moyens de communication qui sont apparus. Au moment des accords de Matignon, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de... voilà, tout ça a changé. Et en même temps, il ne faut transformer les choses que si vraiment elles ont besoin de l'être pour un peu plus d'efficacité. Alors globalement, on va les entendre, nos politiques, mais Alain Chrisnart, est-ce que vous avez senti cette volonté de faire évoluer les institutions, comme on peut parfois l'entendre dans certains pics, de la vie politique un petit peu animée? Comme on l'a dit, toutes les positions n'ont pas été exprimées avec le même niveau de détail. Mais enfin, notre sentiment global est quand même qu'il n'y a pas de demande de bouleversement. D'ailleurs, parfois exprimé avec l'idée que la population s'est habituée aux institutions, par exemple à l'institution provinciale, et que ce serait
dérangeant, déstabilisant et inutile finalement de changer complètement le paysage. Donc on est sur ce maintien des différents niveaux, les communes, les provinces et puis la Nouvelle-Calédonie avec un congrès et un gouvernement. Alors après, il y a des demandes d'ajustement, il y a des questionnements. Comme le disait Jean-François Merle, il y a le terrain politique et le terrain d'efficacité. Ceux qui s'expriment sur le terrain de l'efficacité, de la manière dont les choses fonctionnent pour la vie quotidienne des personnes, soulignent volontiers, et là on a entendu quand même pas mal de témoignages, que c'est très compliqué, que la différenciation, par exemple, d'un certain nombre de réglementations en matière notamment d'environnement ou de santé publique, la différence d'organisation en matière de tourisme, par exemple, province par province, est pas nécessairement justifiée et que sans enlever des compétences, par exemple, aux provinces pour les redonner à la Calédonie, au minimum, il faudrait travailler sur la coordination. Voilà, peut-être trop de différences peu justifiées, mais pour autant pas la volonté de tout reconcentrer à Nouméa. Je vous propose d'écouter, pour commencer, la réaction de Pierre Frogier, le sénateur signataire des accords de Nouméa, donc à la sortie de la réunion plénière, c'est l'organisation maintenant un petit peu rituelle de ces travaux. On va le dire, vous allez l'entendre, c'est l'un finalement des élus qui est sorti les plus réservés encore sur cette démarche même de recherche de convergence et de divergence. Pierre Frogier, le président du Rassemblement Les Républicains. Ça n'a aucun sens. Si on s'en tient à ce qui est écrit dans la loi de 98, ce sera un scrutin, une consultation sur l'accession à pleine souveraineté. Et donc moi, je ne suis pas là aujourd'hui au commissariat pour parler de ce que sera l'indépendance le lundi matin, si les Calédoniens choisissent l'indépendance. Moi, je ne veux pas en entendre parler. Je ne peux pas contribuer à ça. En revanche, toutes mes forces, vous le savez, je les orienterai pour qu'on trouve un nouvel accord dans la France. C'est clair, dans la France. En améliorant, en réactualisant ce qui est aujourd'hui l'accord de Nouméa, en actualisant les institutions. Et en ce sens, le document qui nous a été remis aujourd'hui par messieurs Christinarc et Merle est très intéressant. Sauf qu'il y a un bilan, il y a une photographie qui est incontestable pour améliorer nos institutions. Mais tout ça, ça se fait dans un cadre français, pas si on débouche sur l'indépendance le dimanche soir ou le lundi matin après la consultation de novembre 2018. À force de se renifler et de ne se rien dire, les Calédoniens n'attendent pas ça, quel que soit leur parti pris politique. Alors, deux réactions à ces déclarations de Pierre Frogier. La première, c'est quand on entend ce scepticisme affiché et revendiqué. Est-ce que finalement, le travail que vous menez n'est pas un petit peu, ne touche pas là à sa limite, Jean-François Merle? Quel que soit le résultat de la consultation, les Calédoniens vont continuer à vivre ensemble dans la Nouvelle-Calédonie, qui aura peut-être modifier la nature de ses relations avec la France, mais ils seront toujours là à vivre ensemble. Et pour qu'ils puissent vivre ensemble dans la sérénité, dans la paix conservée, et ça a été compliqué de ramener la paix. Pierre Frogier en a été aussi un des acteurs, et il le sait bien. Il y a deux choses qui sont importantes. Il y a l'idée qu'il y ait des valeurs partagées, et ça, c'est un des points qui a été suggéré, sur lequel on a travaillé aussi. C'est la première séquence. Exactement, pour essayer, quand le Premier ministre était venu, avait lancé la réflexion là-dessus. Il y a des valeurs partagées, et puis il y a des institutions qui font vivre les gens ensemble. Alors ces institutions peuvent se situer en effet dans le cadre de la France en étant aménagées par rapport à ce qu'elles sont aujourd'hui. Et puis si le pays choisit une autre voie, il y aura quand même des institutions. Donc le fait de dire voilà ce que les uns et les autres souhaitent, c'est pas quelque chose qui est de nature à infléchir le choix qui devra être fait par les Calédoniens, mais simplement de donner des éléments de repère. Et des éléments de repère destinés à consolider le vivre ensemble. Je crois que c'est quelque chose auquel tout le monde aujourd'hui est attaché. Et si nous pouvons, par notre travail, aller dans ce sens, eh bien, nous n'aurons pas perdu notre temps. Alors pour autant, est-ce que les Républicains, en tant que groupe, ont ont donné des propositions sur cette question ? Pour revenir quand même sur cette difficulté, le comité des signataires a demandé à l'unanimité qu'il y ait ce travail de recherche des convergences. Bon.
Donc on comprend que les non-indépendantistes ne veuillent pas se situer dans l'hypothèse de l'accession à l'indépendance, mais symétriquement, on ne peut pas demander aux indépendantistes de se placer dans l'hypothèse du maintien dans la République, c'est-à-dire au référendum de l'échec de leur position. Donc, chacun se place dans son hypothèse et les indépendantistes ont donc donné des indications sur l'organisation territoriale, par exemple l'organisation de la gouvernance qu'ils souhaitaient donc dans leur hypothèse en cas d'indépendance. Et les partis non indépendantistes ont fait des propositions d'organisation, comme d'ailleurs en matière de valeurs, dans ce qu'ils considéraient comme l'hypothèse à privilégier, celle du maintien dans la République. Donc ça, c'est vraiment la condition de fonctionnement de l'ensemble de l'exercice. Sinon, il n'y a plus d'exercice. Si on dit aux indépendantistes acceptez de vous placer seulement dans l'hypothèse du maintien dans la République, l'exercice s'arrêtera évidemment. Pierre Frogier terminait sur cette phrase, les Calédoniens n'attendent pas ça, c'est-à-dire en disant entre les lignes, tout ça c'est un petit peu universitaire, intellectuel, les Calédoniens veulent des réponses. Alors, vous animiez hier et encore ce soir hier une conférence au Congrès, ce soir à l'université. On imagine que vous sentez cette frustration de la population qui veut une réponse à quoi ressemblera ma Calédonie demain. Vous ne pouvez pas lui la donner, cette réponse. Oui, mais nous sommes candidats à rien. Donc, nous ne sommes pas candidats à des fonctions électives en Nouvelle-Calédonie. Et nous ne sommes pas partie prenante du choix sur le maintien dans la France ou l'indépendance. Tout ce que nous pouvons faire, c'est apporter des matériaux. Et comme nous avons voulu depuis le début, c'est-à-dire les orientations qui avaient été données par le Premier ministre, que tout cela se fasse dans la transparence, qu'à aucun moment on ne puisse dire que ce sont des arrangements qui sont faits dans le dos des Calédoniens. Tous les matériaux que nous avons fournis aux partis politiques, ils sont publics et ils sont sur le site du Haut-Commissariat dans la semaine qui suit les missions que nous effectuons ici. Et donc, maintenant, c'est aux formations politiques d'organiser le dialogue avec la population. Et de vulgariser quand même un sujet qui est très compliqué. Pour présenter leurs propositions. Oui, nous essayons de faire de la vulgarisation technique, si je puis dire, mais la vulgarisation politique sur les choix des uns et des autres, c'est aux formations politiques de le faire. Allez, je rappelle que les auditeurs qui nous écoutent, les internautes également, qui nous suivent sur notre site internet, peuvent en profiter pour vous poser leurs questions au 258 258. On va écouter tout de suite Victor Tutugoro, qui représentait au long de cette semaine et notamment hier lors de la plénière le groupe Uni. Et on va l'entendre, le groupe Uni de Victor Tutugoro et Pagnaoutine, qui aujourd'hui plébiscite finalement l'architecture institutionnelle qui découle de ces accords. On écoute Victor Tutugoro. Globalement, nous disons que les institutions aujourd'hui reposent sur deux principes essentiels, le partage du pouvoir et le rééquilibrage. Et nous disons que oui, il faut continuer à maintenir ces principes-là parce que ça fait maintenant 30 ans que l'on pratique cela. Les citoyens se l'ont approprié et cela nous a permis de mettre en œuvre un certain nombre de politiques publiques. L'architecture permet donc de gouverner ensemble, de se parler, de faire les choses ensemble. Les choses, elles marchent bien comme elles sont aujourd'hui. Et donc, voilà, il faut continuer dans ce sens-là. Même demain, dans la souveraineté, lorsque le pays est souverain, parce que c'est l'option que l'on préconise. Alors Victor Tutugoro, on l'entend finalement, même si la Calédonie est indépendante, il n'y a rien de fondamental à changer. Est-ce que ça c'est une garantie, je veux dire, pour les Calédoniens, cette notion de si le jour d'après la Calédonie n'est plus française, on peut garder un statu quo institutionnel? L'histoire des pays et notamment des changements de souveraineté montre bien qu'on fait rarement table rase. Bon, et par ailleurs, demeure la nécessité, quels que soient les rapports avec la France,
d'organiser le territoire qui est divers, qui a des populations dans les îles, dans le nord, dans le sud, qui vivent pas dans les mêmes conditions, qui n'ont pas toujours la même histoire. Donc il faut bien organiser des collectivités en dessous de la collectivité globale, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit collectivité territoriale de la République. Alors après, tout ça peut évoluer dans la France. C'est bien la réflexion aussi que les partisans du maintien de la République vont conduire sur la base des éléments de ce questionnaire. Ceux qui sont partisans de l'émancipation complète peuvent dire que globalement l'organisation leur convient, avec en effet les provinces, les communes, l'organisation centrale. Évidemment, alors, les communes qui sont aujourd'hui des institutions de la République. Donc qu'est-ce qu'elles deviendraient, ces communes ? Oui, mais les institutions de la République, ça veut dire que leurs règles de fonctionnement sont fixées par la loi nationale et pas par une loi du pays. Ça veut dire que le corps électoral est le corps électoral général. Donc ça, évidemment, ça évoluerait. Ce serait la loi du pays qui fixerait les règles de fonctionnement et le corps électoral serait le corps électoral de la Nouvelle-Calédonie pleinement souveraine. Mais la réponse, c'est pas à cette question. C'est est-ce qu'il y a besoin d'une collectivité de proximité en dessous du niveau provincial ? Voilà. Est-ce que un ensemble de population de 1000 ou de 2000 habitants sur la côte Est ou une île Loyauté a besoin d'avoir un conseil élu dont la population à qui la population va demander d'exprimer ses choix, ses priorités qui peuvent être différentes de celles de la province. Voilà. Et ça, l'expression est pour l'instant de dire que oui, c'est nécessaire. Et je prenais l'exemple des îles Loyauté, on voit bien cette nécessité. La province des îles Loyauté est admise, maintenant c'est pas une évidence, enfin Marais, Lifou, Ouvéa, c'est très différent, il y a des chefferies puissantes, etc. Bon. Donc la province est admise, pour autant, il faut que chaque île exprime ses propres besoins, gère un certain nombre de services de manière particulière, et donc ça c'est la commune. Alors, on va essayer d'être un petit peu plus concret, peut-être pour les Calédoniens. On dit, alors on touche pas aux provinces, globalement c'est ça. Est-ce qu'on touche, dans les discussions, les échanges que vous avez eus cette semaine, est-ce qu'on touche par exemple à la clé de répartition ? Jean-François Merle. La clé de répartition, elle a été fixée... C'est quand même, je le rappelle, 2014, ça a été plus qu'un enjeu des campagnes électorales. Donc est-ce qu'aujourd'hui, dans les discussions que vous avez, les politiques vous disent il faut toucher à la clé de répartition ? La clé de répartition telle qu'elle est aujourd'hui, elle date de 1988, des accords de Matignon, et elle a été fixée de manière... assez strict, rigide. C'est des pourcentages qui sont exprimés tels quels. Alors, il y a deux questions. Il y a est-ce qu'il faut une clé de répartition ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut qu'il y ait des outils qui continuent à assurer un rééquilibrage au bénéfice des régions qui n'ont pas toutes bénéficié du même élan de développement que le Sud ? Et ça, nous n'avons entendu personne remettre cela en cause. Et deuxièmement, est-ce que les critères doivent rester ceux de 1988 ou est-ce qu'ils sont susceptibles d'évoluer ? Là encore, nous n'avons pas eu toutes les réponses, mais plusieurs de ceux qui ont répondu ont admis l'idée, pour certains ont revendiqué la nécessité que ces critères évoluent. De quelle manière ? Il y a plusieurs possibilités. Ou bien on remet de nouveaux critères fixes comme des taux qui ne bougent pas, mais on les adapte en fonction de la réalité de la population d'aujourd'hui, qui n'est plus celle de 1988, éventuellement avec d'autres critères que ceux de la population. Ou bien on peut avoir des modalités d'évolution d'une clé de répartition plus souple. Donc nous avons dans notre questionnaire évoqué les différentes hypothèses. Nous avons fermé aucune. Nous avons mentionné les différentes
possibilité d'ajuster cette clé de répartition, et ça sera aux forces politiques de dire et de négocier, effectivement, pour trouver, parce qu'on sait bien que c'est un enjeu majeur. Alors, idem, on ne touche pas au Congrès, ou en tout cas à aujourd'hui la façon dont les élus du Congrès sont élus, donc issus déjà des élections provinciales. Est-ce que pour autant, il y a des demandes pour modifier ce que l'on a déjà entendu, notamment en campagne, la surreprésentation effective aujourd'hui du Nord et des îles? Alain Christnard. On ne touche pas au Congrès, ça, c'est pas encore clairement une position générale. Hein. On a entendu, c'est que certains pouvaient être partisans, ils vont sans doute préciser leur position, d'un congrès élu distinctement des provinces. Donc ça, c'est un point à stabiliser. Si on reste dans cette option, au fond, de fédéralisme interne, hein, où l'élection, c'est celle des provinces, et puis, à partir de là, on désigne les membres du congrès, la question de la surreprésentation, c'est un peu la même que celle de la clé de répartition. C'est-à-dire, personne ne remet en cause, au fond, l'idée qu'il doit y avoir une surreprésentation, mais jusqu'où, dans la mesure où la répartition de la population a évolué. Donc, certains disent, conservons le principe de cette représentation plus importante, mais tenons compte de ce que la population du Sud, par exemple, concrètement, est plus importante. Donc, il y a le principe et il y a son application. On va écouter Daniel Goa, le président de l'UC. Alors l'UC qui est, j'allais dire, doublement représenté dans ces réunions. Il y a la voix de l'UC, le parti avec Daniel Goa, et il y a le groupe UCF-LNKC nationaliste avec Roch Wamitan. Daniel Goa qui nous a-t-il expliqué, rendu une copie dûment préparée. On va en écouter l'essentiel, la synthèse par son président. C'est le gouvernement, c'est aussi le Congrès, c'est regarder au niveau de collégialité qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer le fonctionnement du gouvernement, pour le mettre en dehors des risques de blocage qu'on vit depuis cette mandature. Et aussi, on a posé sur la problématique du rapport du futur État avec les collectivités locales, que sont les provinces, que sont les communes, et que sont aussi nos différentes aires coutumières. Donc ça, c'est c'est aussi un volet de la gouvernance, c'est-à-dire l'État et comment il entretient ses relations avec ces collectivités et comment il arrive à positionner, à rendre ces collectivités actrices du développement et du bien-vivre. Alors, on entend Daniel Goa qui explique que même après leur scénario, enfin dans leur scénario, c'est-à-dire celui de la pleine souveraineté, l'État doit rester un acteur auprès des collectivités. Est-ce que c'est une vision, un souhait partagé par toutes ces voix indépendantistes avec lesquelles vous avez discuté pendant cette semaine? Jean-François Merle. Il ne faut pas se méprendre. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre, dans ce que dit avez Daniel pu partager Goa, des heures avec quand il parle de l'État, dans l'hypothèse qui est la sienne de l'accession à l'indépendance, c'est pas l'État français dont il parle, c'est le nouvel État, celui de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, il est normal, dans l'hypothèse, encore une fois, qui est la sienne de l'indépendance, qu'il évoque la façon dont s'organise le pouvoir central, les pouvoirs décentralisés des provinces et des communes, et éventuellement des contre-pouvoirs, puisque ça fait partie des thématiques qui ont été évoquées. Mais dans l'hypothèse de l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, l'État français ne pourra continuer à intervenir que dans le cadre de partenariats qui auraient été négociés entre la France et la Nouvelle-Calédonie. Alors ça peut se faire effectivement auprès des collectivités. Il y a beaucoup en France, ce qu'on appelle de coopération décentralisée, c'est-à-dire des régions, des départements ou des communes de métropole qui interviennent en appui à des collectivités locales de pays indépendants pour exprimer la solidarité Nord-Sud, d'autres mécanismes de solidarité. Mais il ne faut pas se méprendre sur le sens de l'État, compte tenu de la perspective
qui est celle de Daniel Goa. Daniel Goa qui pointe aussi, alors comme sujet de réflexion, la collégialité et dans ce gouvernement, finalement, le rôle que pourraient prendre les ministres, entre guillemets, qui ne sont pas aujourd'hui des ministres, qui animent un secteur et justement qui pourraient en devenir plus responsables. Alain Chrisnart, là, est-ce que, j'allais dire, ça peut être une demande trans-sensibilité? Oui, sur les rapports Congrès-gouvernement et le fonctionnement du gouvernement, les réflexions sont toujours en cours. Hein, et on ne peut pas dire pour l'instant à quel endroit la roue va s'arrêter. Parce qu'il y a plusieurs questions. Il y a la question quand même très importante de savoir si le gouvernement représente une majorité ou s'il est élu à la proportionnelle en représentant toutes les tendances. Ça... Disons que beaucoup sont sensibles à l'intérêt d'avoir un gouvernement proportionnel, en ceci que tout le monde peut s'exprimer, qu'on ne laisse personne à l'écart de la discussion dans un pays où il faut que le dialogue prévale toujours. Enfin, d'autres disent que tout de même des mécanismes majoritaires doivent permettre, au nom de l'efficacité, au nom de la réactivité, de dégager plus facilement les majorités. Alors après, sur le fonctionnement du gouvernement lui-même, une fois qu'il est désigné d'une manière ou d'une autre, il y a plusieurs questions. Il y a l'autorité du chef du gouvernement. Il y a la spécialisation des ministres et leur relation avec l'administration. Ce que je voudrais souligner, c'est que dans les gouvernements nationaux, et notamment dans le gouvernement français, national, il y a une collégialité, mais les ministres seuls ne peuvent pas faire grand-chose. Enfin, la plupart des décisions importantes sont prises par des décrets qui sont signés par le Premier ministre ou le Président de la République. De n'être qu'un animateur de portefeuille et un ministre c'est tout à fait possible, mais je veux dire, ça ne s'oppose pas à la collégialité et ça ne s'oppose pas à l'autorité du chef du gouvernement. Et c'est trois questions. Est-ce qu'on veut qu'il y ait un président du gouvernement ou Premier ministre qui ait autorité sur les ministres? Est-ce qu'on veut qu'il y ait une collégialité au sens recherche permanente du consensus, ce qui s'oppose un peu à l'autorité du chef du gouvernement? Et après, les ministres, vis-à-vis de leur administration, est-ce qu'ils ont une responsabilité directe? Est-ce qu'ils donnent des instructions? Voilà, donc c'est tout l'équilibre qui est en discussion. Et jusqu'à présent, les positions exprimées ne permettent pas vraiment de savoir, encore une fois, où penche la balance. Nous allons prendre la direction du Standard. Alain nous a appelé. Bonjour. Oui, bonjour, bienvenue, nous écoutons votre question. Eh bien, ça serait pour une question qui me trotte dans la tête depuis quelques mois. Est-ce que le gouvernement ou le président de la République ont le pouvoir décisionnel d'imposer l'indépendance à la Nouvelle-Calédonie comme à ses divers territoires d'outre-mer, comme l'a fait la Grande-Bretagne à ses dépendances aux Antilles dans les années 70? Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Alain pour votre question. Alain Chrisnart. Donc les choses sont très claires puisqu'elles sont dans la Constitution de la République. D'abord, il y a un principe général qui est qu'on ne peut pas donner l'indépendance à une partie du territoire français sans le consentement de la population, c'est-à-dire sans la consulter. Et en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, c'est très clairement précisé dans l'accord de Nouméa qui est dans la Constitution. Il y a une consultation, le corps électoral est déterminé. La Nouvelle-Calédonie ne peut devenir indépendante que si cette consultation donne la majorité à l'indépendance, ce que ensuite le Parlement traduit par la loi qui donne l'indépendance à la Nouvelle-Calédonie. Donc le président de la République, le Premier ministre ne peuvent rien faire seuls à ce stade. La question d'Alain doit vous interpeller. On sent qu'il y a encore un gros besoin d'information, des inquiétudes derrière cette question de finalement qui a le pouvoir sur l'avenir du pays. Jean-François Merle. Je crois que je comprends ces inquiétudes, je comprends ce besoin d'information. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a essayé de faire en sorte, à chaque étape de nos missions, à la fois de rendre public tout ce que nous faisions, de faire un travail d'explication comme vous nous permettez de le faire aujourd'hui. Et en même temps, il faut aussi que ce soit, là encore, les formations politiques qui jouent un rôle. Peut-être est-ce que ça n'a pas été suffisant
suffisamment fait au moment des accords précédents. L'avantage de la période actuelle, c'est que finalement, il y a un champ de temps assez long qui peut permettre de faire ce travail de pédagogie. Alors 2 ans, c'est à la fois très long et très court. Si on sait vers où on veut aller, ça peut suffire. Il y a un principe de base quand même dont tous les Calédoniens doivent être absolument convaincus, c'est que la décision sur l'avenir institutionnel, sur la nature des relations entre la Nouvelle-Calédonie et la France, elle leur appartiendra et à personne d'autre. On va revenir très concrètement sur cette question de la gouvernance. Dans votre questionnaire, vous interrogez les élus sur leur constat, ce qu'ils demandent par rapport aux provinces. Alors, il y a une demande de cohérence, on l'a entendu, notamment de la part de Victor Tutuguru. Qu'est-ce qui revient le plus? Vous proposez des thématiques parce que les compétences provinciales sont nombreuses et importantes. Environnement, tourisme, nickel, santé publique, action sociale, urbanisme et logement. Ça doit parler à nos auditeurs. Culture, développement économique. Quel est le besoin qui se fait sentir aujourd'hui, finalement? Qu'est-ce qui ne tourne pas très rond d'après nos élus à ce jour? Est-ce que vous en êtes aujourd'hui, à ce stade de précision dans les réponses? Alain Christophe. Oui, on nous a cité des secteurs où les différences entre les provinces paraissent excessives ou peu justifiées. Donc, par exemple, en matière de règles de protection de l'environnement qui s'imposent aux entreprises et aux particuliers, on s'est interrogé pour savoir si vraiment il fallait que la taille des crabes que l'on peut pêcher soit différente entre le nord et le sud. Donc, on peut... C'est très précis. Voilà, par exemple. Ça, c'est concret. Donc, on peut imaginer, sans tout ramener toute cette compétence à la Nouvelle-Calédonie dans son ensemble, qu'il y ait une harmonisation des codes de l'environnement, avec quelques différences peut-être, parce que les loyautés, c'est pas tout à fait la Grande Terre, etc., mais moins de différences. Voilà. Même chose en ce qui concerne le régime de couverture sociale. On nous a expliqué, par exemple, que c'était assez compliqué quand quelqu'un passait du nord au sud. Pendant plusieurs mois, il n'était pas couvert parce qu'il y avait un délai de carence dans la province où il arrivait et la province dont il partait ne le couvrait pas de ses dépenses. C'est quand même extrêmement gênant dans la vie des gens. Donc il faut travailler par différents mécanismes sur la coordination et vraiment dire ce qu'on a voulu avec les provinces, c'est que l'organisation publique soit le mieux adaptée aux besoins de la population là où elle est. Mais on n'a pas voulu dire il faut que ça soit différent en soi. Voilà. En même temps, nous avons essayé de suggérer des mécanismes de coordination qui ne signifient pas nécessairement de transférer une compétence des provinces à la Nouvelle-Calédonie, mais simplement de permettre d'harmoniser les réglementations, et les modes d'harmonisation et de mise en cohérence ne sont pas nécessairement les mêmes compétence par compétence. Donc il y a une palette de solutions assez large qu'on a évoquées, et ça sera là encore aux élus de dire quelles sont celles qui ont leur préférence. Joël a composé le 258. 258, bonjour. Oui, bonjour messieurs. Bonjour. On vous écoute. Oui, allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Posez votre question. Je voudrais vous poser une question, là. Admettons qu'on est indépendant, on est dans l'indépendance, est-ce qu'on va toucher la retraite? Est-ce qu'il y aura l'aide médicale? Est-ce qu'il y aura tout ça après? Merci Joël pour... Est-ce qu'on aura toujours nos retraites que l'État va nous payer, ou faut-il qu'on garde notre nationalité française pour pouvoir toucher la retraite? Ou si on devient Kanaki, est-ce que on n'aura plus de retraite, quoi? Merci beaucoup Joël pour votre question. Alors, qui veut répondre à cette question? Alain Christophe peut-être. Est-ce que finalement aujourd'hui, vous avez la réponse? La mission d'écoute et de dialogue
n'a pas pour mission de réfléchir à l'organisation de l'indépendance. Donc, si la Nouvelle-Calédonie devient indépendante, d'abord, elle aura au départ en héritage l'ensemble des règles qui s'imposent à la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Il n'y a jamais de vide absolu. Et elle devra déterminer, avec les ressources qu'elle aura, son régime de couverture sociale, ses régimes de retraite. Voilà, donc ça, c'est de ce point de vue, la page est blanche. Peut-être pour préciser, et Yann nous attend au standard, mais pour préciser la question de Joël, j'ai cru comprendre que vraisemblablement, il bénéficiait aujourd'hui également d'une retraite nationale, métropolitaine. Est-ce que ces gens qui finalement aujourd'hui sont sur 2 systèmes sociaux, voilà, est-ce que ça va s'arrêter d'un coup? Quelle est leur situation? Les personnes qui ont cotisé à des régimes de retraite ont des droits dans ce régime de retraite, et donc indépendamment de leur nationalité. Mais encore une fois, vraiment notre mission s'arrête là. Je veux dire, on ne peut pas, on peut juste rappeler quelques principes comme celui-là, mais notre mission n'est pas de rentrer dans une réflexion sur ce que pourrait être le régime législatif de la Nouvelle-Calédonie indépendante. Yann, bonjour, vous avez appelé pour poser une question. Nous vous écoutons. Bonjour, monsieur le maire et monsieur Krishna. Bonjour. Il y a une possibilité pour, à l'issue du premier référendum, d'organiser dans un temps ultérieur plusieurs consultations dans le cadre d'une réponse négative à la pleine souveraineté. Imaginons qu'en 2018, le oui à l'indépendance l'emporte. Est-ce que pour les partisans du maintien dans la France, cette possibilité est aussi envisageable de reproduire un 2e ou un 3e référendum pour revenir sur une décision initiale de 2018? Donc c'est offert aux indépendantistes de pouvoir revenir 2-3 fois sur un référendum, sur une réponse. Par contre, aux partisans du maintien de la France, cette possibilité-là n'est pas offerte. Donc je trouve ça quand même un peu particulier, et en tout cas inéquitable en termes de traitement. Merci Yann pour votre question-commentaire. Alors on va du coup revenir un peu sur ce que dit l'accord de Nouméa. J'allais dire, est-ce que Yann a raison? C'est-à-dire, est-ce qu'on a 3 référendums quoi qu'il arrive? J'élargis un petit peu la question. Ou est-ce que c'est uniquement si on a non à chaque fois? Et peut-être quelle est la genèse finalement du choix qui a été fait à l'époque? L'accord de Nouméa n'était pas secret. Donc, il a été présenté, il a été voté à un taux élevé de 72% par la Nouvelle-Calédonie. Ensuite, il a été traduit dans la Constitution par le Congrès national à Versailles et adopté par la majorité d'alors et par l'opposition. Donc, ces règles qui résultent d'un compromis global ont été arrêtées démocratiquement. Alors après, il faut aussi dire que le 2e et le 3e référendum, ça n'a rien d'automatique. C'est si c'est demandé après que le premier ait confirmé le maintien dans la République. Voilà. Donc pourquoi le système n'est pas symétrique? Au fond, sans doute parce que la demande historique à laquelle on répond, c'est celle de l'indépendance. Et donc, il faut aller jusqu'au bout de ce questionnement des indépendantistes qui demandent qu'on sorte de la République. En droit international, on n'a jamais vu de pays devenu indépendant renoncer à l'indépendance et revenir sur le choix qui avait été fait. Quand un État accède à l'indépendance, effectivement, c'est définitif. Comme l'a rappelé Alain Krishna, l'hypothèse qui n'est pas automatique de demander des référendums une 2e fois, une 3e fois, au cas où la réponse serait non la première. C'est aussi pour
supprimer ou pour atténuer l'effet que redoutent beaucoup de référendums coup près qui soient générateurs ensuite de frustration, de difficultés, etc. Puisqu'il y a possibilité de reposer la question. Mais c'est aussi en fonction de... C'est pas une inégalité entre partisans du maintien dans la France et partisans de l'indépendance, c'est le sens de l'évolution du droit international. Henri est avec nous également ce midi. Bonjour Henri. Bonjour. On vous écoute. Est-ce que c'est pas plus logique que l'État français suit le vote du peuple kanak, parce qu'on est les premiers occupants, de suivre la logique du premier occupant et de considérer le vote des autres comme quelque chose qui complète la volonté du premier occupant. Parce que dans le préambule de l'accord de Nouméa, nous sommes quand même les premiers occupants et c'est notre pays. Merci Henri pour votre question. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous pourrez répondre. On touche là également au corps électoral même de la consultation de sortie. Alain Chrisnart, est-ce que vous avez un commentaire, une réponse pour Henri ? Oui, on peut répondre, d'autant plus que c'est le cœur des accords. Hein. Donc, dans les accords de Matignon, avec les contreparties qu'on a évoquées tout à l'heure, le rééquilibrage, etc., chacun a reconnu la légitimité de l'autre. Hein. Donc, les Kanaks ne sont pas seuls à détenir la légitimité d'être présents en Nouvelle-Calédonie. Dans le préambule de l'accord de Nouméa, on l'a expliqué de manière encore plus argumentée, en disant qu'il y avait eu la colonisation qui s'était traduite par un certain nombre de traumatismes pour le peuple d'origine. Ça, c'était les ombres de la colonisation, mais qu'il y avait aussi des lumières, et qu'après, le but était de former un peuple avec les communautés qui étaient présentes. Alors après, la question qui a évidemment suscité de grands débats, qui a été tranchée finalement, c'est celle de savoir, dans la population qui n'est pas la population d'origine, qui est légitime pour se déterminer sur l'avenir du territoire. À l'évidence, c'est pas quelqu'un qui a le droit de vote parce qu'il est français en métropole et qui est arrivé 6 mois avant le référendum. Ça n'a aucun sens. Hein, et il repartira peut-être 3 mois après. Voilà. Donc, ça n'est ni les seuls Kanaks, puisqu'ils ont reconnu la légitimité des autres, ni tous ceux qui ont le droit de vote parce qu'ils sont français à d'autres élections, comme les élections législatives ou les élections communales. Et donc, l'accord de Nouméa, traduit par la loi organique, a défini un corps électoral pour la consultation de sortie qui... pour faire simple, prévoit qu'ont le droit de vote ceux qui sont arrivés avant 1994 avec un certain nombre de compléments. Et ça, c'est clair et ça ne peut pas être mis en cause parce que c'est vraiment le fondement de cet accord global qui est au-delà de l'accord politique, hein, qui est vraiment l'accord des populations scellé à Matignon et confirmé par l'accord de Nouméa, reconnaissance qu'il y a un droit à vivre ensemble avec la même légitimité. Allez, Jean-Louis est avec nous pour... ce sera la dernière question. Bonjour Jean-Louis, on vous écoute. Bonjour. Allez-y. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Moi, ma question est que je voudrais bien savoir si on a expliqué aux gens ce qu'on perdait si on avait l'indépendance demain. Ce qu'on perdait de la France. Est-ce qu'on a expliqué aux gens, à tous ceux qui prônent l'indépendance à tout va, est-ce qu'ils savent eux-mêmes ce qu'ils vont perdre? Voilà, ma question, elle est là, c'est tout. Et on peut aller très loin avec ce récit. Merci Jean-Louis. Alors encore une question, j'imagine, qui s'adresserait plus aux élus calédoniens, mais peut-être avez-vous un élément de réponse, ne serait-ce que par la première séquence peut-être plus sur le rapport Melin-Soukramanien qui avait quand même cette vocation à donner des éléments sur les scénarios possibles.
pas plus que le rôle de la mission n'est de décrire ce que serait l'organisation d'une Nouvelle-Calédonie indépendante. On ne va pas non plus dire que en cas d'accession à l'indépendance, la France ne continuera pas à être présente d'une manière ou d'une autre, si la Nouvelle-Calédonie indépendante le souhaite, pour accompagner le nouvel État. Donc nous ne sommes pas, ça serait en dehors de notre mission. Je rappellerai simplement que le président de la République, lorsqu'il est venu ici en novembre 2015, a dit que la France continuerait à accompagner la Nouvelle-Calédonie, quel que soit le choix qui serait fait au moment de la consultation. Et ce qui nécessitera d'être discuté et négocié à ce moment-là, c'est le contenu et les modalités de cet accompagnement. Alain Chrisnard, ce sera le mot de la fin. Oui, enfin, je veux dire, il va y avoir une campagne électorale pour le référendum, hein, et donc les arguments s'échangeront. Enfin, et donc les partisans du maintien dans la République diront certainement il y a un risque qu'il y ait moins de crédit, peut-être il y en aura au départ et après il y en aura moins, faites attention, etc. Et les partisans de l'indépendance développeront d'autres arguments. Donc à la question précise qui a été posée, pourquoi on n'a pas dit et qui va dire, eh bien les élus politiques qui vont faire campagne dès d'ailleurs les législatives vont dire tout cela et les Calédoniens auront alors les éléments de leur choix. Au cœur du débat, l'émission est terminée. Je vous propose, ceux qui auraient encore des questions, des besoins d'explications, de retrouver Alain Chrisnard et Jean-François Merle ce soir à 17h à l'université pour un débat public, entrée libre et gratuite. Vous pourrez là encore prendre la parole et poser vos questions. Au cœur du débat, sera disponible très prochainement sur notre site internet et rediffusé ce dimanche à 17h. Restez en notre compagnie sur la première. Tout de suite, c'est Sandrine qui vous accompagne.